Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le verdict de la rue. La nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites marque une hausse de la contestation. 3,5 millions de personnes selon les syndicats, 1 230 000 selon la police. Les lycéens sont venus grossir les cortèges. Près d'un établissement sur 10 est touché. Côté grève, on se dirige bien vers une prolongation du mouvement. C'est déjà le cas à la RATP. La SNCF et les raffineries pourraient suivre. Va-t-on vers un blocage? Invité ce soir Bernard Thibault, numéro 1 de la CGT. Bonsoir et à tout à l'heure. Dans le reste de l'actualité, une très grosse opération de police contre l'économie souterraine à Grenoble. 3 mois après les violences, 300 hommes en armes ont fait irruption dans 2 quartiers. Pour quel résultat? Réponse dans un instant. C'est le jour J au Chili. Les premiers mineurs vont remonter à la surface dans 5 ou 6 heures et dans une ambiance de fête nationale. Franck Genozo est sur place. Dans ce journal, l'incroyable défi technologique de la Russie. Moscou a présenté la première centrale nucléaire flottante au monde, un réacteur sur un bateau. C'est le dossier de cette édition. Enfin, la santé, cette opération sans précédent aux États-Unis. Un patient paralysé est traité avec des cellules souches embryonnaires pour tenter de régénérer sa moelle épinière. Bienvenue dans ce journal. Le constat est sans discussion. La contestation de la réforme des retraites s'est donc amplifiée aujourd'hui en France. Le taux de grévistes est à peu près le même que le 23 septembre dernier. Mais les manifestations ont été imposantes. Quelles conséquences, quelles perspectives? On va y revenir longuement ce soir. D'abord la foule et l'ambiance dans les cortèges. Tour de France avec Julien Beaumont, Mathieu Régnier et nos bureaux en région. Pour cette nouvelle journée de mobilisation, les slogans sont bien rodés. 250 cortèges dans toute la France, nous étions dans les plus grandes villes. Et un point commun, une mobilisation en hausse. Comme ici, à Poitiers, où beaucoup de manifestants semblent déterminés à continuer le mouvement. Il y a du monde partout. Il faut qu'ils comprennent que malheureusement, faut qu'ils rejettent ou qu'ils revoient sa copie. Vous êtes prêt à continuer? Sûrement, oui. Pas du tout pour l'intérêt des gens de mon âge, mais plutôt pour les plus jeunes qui en ont bien besoin. Je suis dans l'enseignement, on déguste depuis pas mal d'années, donc oui, un mouvement plus dur, ça ne me déplairait pas. Aucune hésitation, c'est la révolution. À Marseille, au milieu des fumigènes, des familles descendues dans la rue, avec en ligne de mire leur avenir. Moi, je vais me battre pour moi, pour mon fils, ma fille. On est dans une précarité permanente. À Paris, c'est une foule compacte. Le fait nouveau, c'est la présence de nombreux jeunes, inquiets, alors qu'ils commencent tout juste à travailler. Je devais finir à 67 ans, donc là forcément à 70 ans j'y serai encore. Et juste c'est pas possible quoi. Si j'ai envie d'avoir des enfants, comment je vais faire? On se retrouve à devoir travailler jusqu'à 70 ans parce que j'ai fait 8 ans d'études, parce que je me suis un petit peu trompé, à partir de là ça m'embête un petit peu. Comme j'ai travaillé 2 ans de plus, donc j'ai pas du tout envie. Et que je trouve qu'il y a plein de jeunes qui ont le droit d'avoir du travail. Et que moi je suis fatigué. À Strasbourg, les dernières concessions du gouvernement en faveur des femmes, mères de 3 enfants, n'ont pas convaincu tout le monde. C'est bien que les femmes avec 3 enfants aient des compensations par rapport au fait d'élever 3 enfants, c'est pas rien, mais il y a toutes les autres. Nous, on demande que le projet soit retiré. Aujourd'hui, dans les rangs des manifestants, beaucoup partageaient cette idée. Il n'est pas trop tard pour faire reculer le gouvernement, même si les sénateurs sont en train de voter la loi. Et voici les chiffres définitifs au soir de cette journée avec toujours ce grand écart mais une même tendance. 1 230 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, 3 500 000 selon les syndicats. Dans les deux cas, vous le voyez, l'augmentation est autour de 20% par rapport à la dernière journée en semaine. Et il y a des années qu'on n'avait pas vu autant de monde dans les rues. C'est à Paris que les principaux leaders syndicaux et politiques se sont retrouvés. Yves Ginca, Emmanuel Morel. Souriant, détendu, confiant. Pour les leaders syndicaux Bernard Thibault et François Chérec, la journée est un franc succès. Le gouvernement ne peut pas rester sur cette attitude. De plus on avance, plus sa réforme est impopulaire, plus les gens comprennent qu'elle est injuste. Il faut donc qu'ils l'entendent et qu'ils se remettent à discuter avec nous d'une vraie réforme des retraites. À Force ouvrière, on explique la hausse de la mobilisation par l'intransigeance du gouvernement.
Et la radicalisation, elle est où aujourd'hui? Elle est du côté gouvernemental. Je vais prendre deux exemples. Quand on décide de faire voter plus rapidement au Sénat, attendez, c'est une forme de provocation qui peut faire des effets boomerang. Quand ces derniers jours, on essaie d'instrumentaliser les jeunes, ça fait effet boomerang également. C'est pas Matignon! C'est pas dans le salon qu'on obtiendra satisfaction! Tout au long du cortège, les partis de gauche se sont positionnés avec un même discours. Les manifestants doivent être entendus. Je pense que les moyens de sortir par le haut existent. Que fait le président? L'inverse. Il veut donner le sentiment qu'entre la rue et lui, il n'y a rien. Il a précipité, tordu le bras à tout le monde dans les deux assemblées, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je pense que c'est tout à fait déraisonnable. Les militants socialistes, eux aussi, sont venus nombreux. Si le PS devait refaire la réforme des retraites, il a des propositions. Oui, nous reviendrions à la retraite à 60 ans et à 65 ans à taux plein. Et nous engagerions une négociation sociale, c'est-à-dire avec les syndicats, avec le patronat et avec le gouvernement. Comment pensons-nous l'avenir de nos retraites? Prochaine manifestation nationale, samedi 16 octobre. Mais d'ici là, une nouvelle journée d'action est déjà prévue jeudi à Toulouse. Et dans un instant, Bernard Thibault sera donc notre invité. Fait nouveau aujourd'hui, on l'a déjà un peu vu tout à l'heure, les lycéens ont rejoint la contestation. Ils étaient nombreux dans les cortèges et quelques 360 lycées, soit 8% du total, ont été touchés à des degrés divers. Mallory Yaounou, David Fossard avec notre bureau à Rennes. Ils sont plus près des 17 ans que des 67 et pourtant bien présents dans les cortèges. Lycéens, étudiants, ces jeunes pensent déjà à leur retraite. On va payer déjà les retraites de nos parents, ainsi celles de nos grands-parents, donc il faut qu'on agisse. Si je n'aurai pas ma retraite à 60 ans, comment je pourrai en profiter après? Si aujourd'hui ça passe à 62 ans, dans 15 ans ça peut passer à 72, faudrait que ça s'arrête maintenant. D'après les syndicats, il serait 20 000 dans ce cortège parisien, venus faire masse, en toute connaissance de cause, selon eux. Je suis allée lire sur le site du gouvernement ce qui se passait, j'ai suivi aussi à la télé. Moi je suis syndiquée, mais c'est pas que le syndicat, on suit les débats parlementaires, on lit les textes de loi, on est au courant de ce qui se passe. Vous n'avez pas l'impression d'être manipulé? On dit que voilà, les jeunes sont dans la rue. On n'est pas manipulé puisque nous, la plupart des étudiants, on cotise. On est à l'école, mais on cotise quand même en travaillant à côté. Et là, on cotise pour travailler à 67 ans. Et c'est beaucoup trop. C'est pas, ouais, ça y est, le PS nous demande d'aller manifester qu'on va le faire. Hein. On sait très bien ce qui va nous arriver. Une mobilisation préparée, barricade dès 6h30 ce matin à Montreuil. Pour l'instant, je vois pas l'avenir. J'en vois pas, parce que si on continue à faire travailler nos grands-pères, nos grands-mères, après c'est nous qui avons plus de travail. Blocage à Rennes aussi, les plus déterminants cherchant à convaincre les indécis des établissements voisins. Confiants quant à la suite du mouvement. Je pense que ça va s'amplifier. Donc là déjà on a voté c'est reconductible jusqu'à demain. L'entrée de la jeunesse dans le mouvement social marque-t-elle un tournant? Demain, comme les autres grévistes, lycéens et étudiants décideront ou non de poursuivre leurs actions. Voilà pour les manifestants, on en vient maintenant aux grèves. Et avant d'évoquer les transports, un point sur les raffineries, car le mouvement s'étend. Regardez la carte sur les 12 raffineries que compte la France métropolitaine. On va l'apercevoir dans un instant. 11 sont touchés par des arrêts de travail, parfois partiels, mais souvent reconductibles. Exemple à Gonfreville, en Seine-Maritime. Reportage Fanny Stenler, Philippe Maire. 80% du personnel d'exploitation ont voté pour décider l'arrêt des livraisons de carburant. Depuis ce matin, plus aucune goutte de gazole ou de sans-plomb ne sort de la plus grande raffinerie du pays. Nous avons même procédé à un deuxième vote sur la reconduction du mouvement, puisque les salariés d'ailleurs l'ont exprimé dans leur vote. La grande majorité d'entre eux pensent qu'il faudra aller encore plus loin. Une grève dont l'objectif est de faire reculer le gouvernement sur la réforme des retraites. Je l'ai voté pour moi, je l'ai voté pour mes enfants, je l'ai voté pour tous les gens qui sont fatigués. Je pense que c'est pas un problème d'argent, que l'argent il y en a, mais il est pas mal redistribué et qu'il y a plein de solutions que le gouvernement ne veut surtout pas appliquer et que la facilité c'est de nous faire nous continuer plus tard. Aux alentours, les automobilistes ont commencé à faire des provisions de carburant par peur de manquer. Ma petite voiture, je prévois. Vous prévoyez? Vous avez peur de quoi? Je ne sais pas justement, vu que j'entends, alors je ne sais pas. Vous entendez quoi? Qu'il y aura pénurie si les raffineries bloquent. C'est ça qui cause la pénurie.
c'est que tous les gens, dès qu'ils entendent qu'il va y avoir une grève, tout le monde s'amène avec des bidons. Dévalisées par la clientèle, quelques stations-service sont déjà fermées, mais elles restent des exceptions. Bonsoir Stéphane Despinois, vous êtes en direct de Marseille où le mouvement a commencé il y a déjà plusieurs jours, on l'a entendu, beaucoup s'interrogent, y a-t-il ou pas un risque de pénurie de carburant ? Oui, la pénurie pourrait survenir plus vite que prévu. Aujourd'hui, la quasi-totalité des raffineries françaises ont été impactées par cette grève. 3 d'entre elles sont à l'arrêt ou presque, à commencer par l'Amed qui se trouve derrière moi et qui était déjà touchée par la grève du port. Demain, les salariés vont devoir se prononcer sur la reconduction ou non du mouvement. Et la CGT, qui est majoritaire chez Total, est optimiste sur cette reconduction. Qu'en est-il des stocks de carburant ? Les compagnies pétrolières se veulent rassurantes, elles estiment avoir 8 jours devant elles, mais on imagine mal des grévistes laisser passer des camions-citernes qui viendraient s'approvisionner dans les dépôts situés aux abords des raffineries. Le gouvernement dispose de réserves stratégiques, l'équivalent de 3 mois de consommation, mais il n'a pas dit s'il pensait puiser dans ces réserves. Enfin, on ne peut pas dire qu'il y a eu une véritable ruée sur les stations-service ici à Marseille, mais les automobilistes ont fait le plein par précaution. Seul indice préoccupant ce soir, certaines pompes sont déjà à sec. Stéphane Despinois à Marseille. Merci Stéphane pour ces précisions. Voilà pour les raffineries, mais c'est bien entendu dans les transports que les perturbations ont été les plus fortes. SNCF, RATP, transports urbains, Hakim Abdelkalek, Yann Moine. Des yeux fixés sur les écrans et la seule question qui vaille ce soir, à quand le suivant ? Il y a un train sur 4, ça veut dire chaque 2 heures il y a un train. Des RER blindés, les gens dans les couloirs, les gens qui font des malaises, voilà, faut être résistant, quoi. Moi ça va, je suis grand donc je respire l'air en haut, mais bon c'est pas toujours le meilleur. En randonnion, la France rentre chez elle, avec souvent méthode et organisation. J'ai regardé les horaires sur internet et puis j'ai vu les trains qu'il y avait et j'ai pris les trains. Voilà, donc pour l'instant, je vais voir là si j'arrive à rentrer chez moi. Rentrer ce soir avec une idée en tête et si ça recommençait demain matin. Un jour encore ça va, on prend nos dispositions, mais après, si c'est trop long, ça risque d'être éprouvant, quoi. On espère, on veut que ça ne soit pas reconduit. On prie. Faut pas lâcher, faut continuer et continuer le mouvement. Paris et sa région devraient cependant être moins touchés demain. La SNCF prévoit quant à elle les mêmes perturbations de trafic. Et notez également que la Tour Eiffel a été fermée cet après-midi pour cause de grève. La direction a bloqué les accès car les salariés étaient en nombre insuffisant pour accueillir le public. Et on en vient maintenant à l'autre question du jour. Va-t-on vers une grève reconductible dans les jours qui viennent? Autrement dit, vers une radicalisation? Eh bien, tout indique que cela pourrait être le cas. Valérie Lerouge, Alexis Jacquet avec notre bureau à Toulouse. Vote à bulletin secret dans cette assemblée générale à Toulouse. Et c'est un fait rarissime à la SNCF. Mais les syndicats veulent que les cheminots votent en leur âme et conscience sur la suite de la grève. Ici, plus d'un conducteur sur 2 a débrayé aujourd'hui et il semble déterminé à rester mobilisé. 61 pour la reconduction, 4 pour la reprise, 2 bulletins blancs. Pour ces grévistes, c'est un message clair adressé au gouvernement. Je pense qu'il faut qu'ils prennent réellement conscience qu'il y a quelque chose qui se passe dans le pays et s'ils n'entendent pas, risque de radicalisation, débordement, on n'espère pas parce qu'on n'est pas du tout là-dessus, mais il faut qu'ils fassent attention à ce qui se passe. Notre intérêt, c'est pas que la grève dure vite éternel, notre intérêt, c'est que la grève soit forte pour qu'elle soit courte dans le temps. Et pour qu'elle soit forte, il faut qu'elle concerne tout le monde et que tout le monde se sente concerné par cette grève. Et ce soir, beaucoup ont les yeux tournés sur les autres secteurs mobilisés, car les cheminots n'ont pas l'intention de se battre seuls. Personnellement, je suis prêt à entrer dans une grève dure à partir du moment où on sent la solidarité des Français, que les gens puissent sentir qu'on est tous ensemble sur le même sujet, quoi. À l'issue de cette journée de grève, la tendance est à la reconduction du mouvement. Résultat, le trafic devrait être semblable à celui d'aujourd'hui. À la RATP, trafic assez perturbé, notamment dans le RER et le métro. À la SNCF, trafic très perturbé, 1 TGV sur 3, 2 TER sur 5. Et pour cause, la plupart des assemblées générales ne devraient se tenir que demain dans la matinée pour décider de la suite à donner au mouvement. Voilà pour le constat. Quelle réaction maintenant côté gouvernement? Avant de retrouver Mickaël Darmon à l'Elysée, je vous propose d'écouter cet échange tout à l'heure à l'Assemblée nationale. François Fillon qui affirme qu'il mènera la réforme à son terme et Marisol Touraine pour le Parti socialiste. Personne ne reviendra
sur le passage à 62 ans de l'âge légal de la retraite parce que ce serait une folie économique et une catastrophe sociale. Et la vérité, c'est que secrètement, beaucoup d'entre vous le savent, et mesdames et messieurs les députés socialistes, cela vous rend d'autant plus coupable devant l'histoire. Les millions de Français qui sont dans la rue aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, ils vous le disent. Vous avez perdu la bataille de la Monsieur confiance. de Gauchy. Vous avez perdu la bataille de la justice. Vous avez perdu la bataille de la conviction. Parce que, Monsieur Fillon, les mensonges et le mépris, ils sont de votre côté. Et vous y ajoutez l'irresponsabilité. Et puis ce soir, Martine Aubry met en garde le gouvernement contre, je cite, des risques d'affrontement. Elle dénonce son entêtement. Bonsoir Michaël Darmon, vous êtes en direct de l'Elysée. Comment réagit-on à cette mobilisation constatée aujourd'hui? Écoutez, ici, on ne s'étonne pas de cette forte mobilisation que l'on veut ni minimiser, ni dramatiser. Ce sont les termes officiels. Cela dit, Nicolas Sarkozy le souligne dans les réunions depuis hier et encore ce soir au cours du briefing quotidien. Il s'agit pour lui donc d'un rituel, d'un mouvement social qui se déroule avec des centrales syndicales qui ne veulent pas que ce mouvement en réalité s'éternise, mais qui doivent gérer les éléments d'une base plus radicale. Et c'est la raison pour laquelle il donne déjà rendez-vous aux manifestants samedi. Nicolas Sarkozy, d'ores et déjà, d'ailleurs, veut que les syndicats se refassent, comme ils disent. Il leur donne discrètement déjà rendez-vous sur un autre terrain, industriel celui-là. Il y aura du grain à moudre, mais ce sera plus tard et sur un autre sujet. Michaël Darmon à l'Elysée. Merci Michaël. Bonsoir Bernard Thibault. Merci d'être avec nous ce soir. Comment qualifiez-vous ce qui s'est passé aujourd'hui, cette journée, ces manifestations? C'est un événement social de premier plan. Il faut remonter très très loin pour avoir autant de manifestants, autant d'ancrage de ce mouvement dans le secteur privé, parce que le gouvernement continue de communiquer ardemment sur les chiffres de grévistes dans le public. Mais une des caractéristiques de la journée, c'est l'extension de la grève dans le secteur privé, y compris avec des assemblées qui vont se multiplier, on y reviendra, pour décider des suites. Et c'est l'entrée remarquée, et vous l'avez remarqué, des jeunes dans le mouvement. Alors justement, un mot sur ces lycéens. François Fillon dit tout à l'heure, ceux qui tentent de mettre des jeunes de 15 ans dans la rue sont des irresponsables. Votre commentaire? Mais le gouvernement ne peut pas, dans ses arguments, dire qu'il fait une réforme, y compris pour préserver les droits des futures générations, et reprocher à ces jeunes de s'intéresser au sujet. Et ça a été dit, ils étudient les textes, ils regardent les débats, ils regardent les éléments de polémique, les contre-propositions qui sont exprimées par les uns et les autres, et les enquêtes d'opinion ont montré que les moins de 24 ans étaient les plus opposés à cette réforme. 85% des moins de 24 ans y sont opposés. Une des conséquences, ça n'est pas la seule bien évidemment, mais une des conséquences du report de l'âge de départ en retraite, qui est très massivement rejeté dans le pays, il faut que le gouvernement en prenne conscience. Une de ces conséquences, c'est de fermer l'équivalent d'1 million d'emplois pour les jeunes. Par principe, si vous maintenez dans l'emploi ceux qui sont au travail, vous fermez les portes de l'embauche pour les jeunes générations. Et il y a là une aberration parmi tant d'autres de cette réforme. Il n'y a pas des risques de dérapage, d'affrontement lorsqu'il y a des jeunes dans la rue, des très jeunes? J'ai entendu la déclaration de M. Châtel dire il y a 24 heures, des jeunes dans la rue, c'est dangereux. Pourquoi cette phrase, jusqu'à preuve du contraire, dans une démocratie, des jeunes comme les moins jeunes ont le droit de manifestation? Est-ce qu'il faut interpréter cette phrase comme une menace? Nous avons pris des mesures, les jeunes sont les premiers à être soucieux que leur message ne soit pas dévoyé, comme les autres manifestants. Nous sommes vigilants vis-à-vis de tout acte ou de toute attitude qui consisterait par provocation ou je ne sais quelle attitude à dévoyer le sens de ces mobilisations. Nous savons qu'un pouvoir en difficulté peut être tenté de dévoyer le message principal. Le message principal ce soir, après le vote du Sénat, j'insiste sur ce fait. Vote du Sénat hier soir sur la deuxième mesure d'âge, celle qui concerne il y a la eu retraite beaucoup de manifestants après le vote de l'Assemblée nationale. Le gouvernement a précipité le vote au Sénat en demandant, ça n'est pas habituel, de faire voter d'abord les articles 5 et 6 avant les articles 1, 2 et 3 qui portent sur les questions d'âge, en espérant que tout ça allait annihiler la mobilisation. L'essentiel a été voté. Ouais. C'est l'inverse qui s'est produit. Et moi je dis une chose ce soir, ce mouvement ne s'arrêtera pas s'il le faut, il continuera bien au-delà des travaux du Sénat. Alors on va en parler en détail, mais d'abord écoutez quelqu'un qui souhaite s'adresser à vous. Jean-François Roubaud, président de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, les PME. Il s'adresse à vous directement et puis vous lui répondrez. Bernard Thibault, nous sommes aujourd'hui dans une situation économique qui est très contrainte et vous le savez très bien. La crise économique que nous traversons n'a jamais été aussi violente en France,
Alors, c'est ensemble qu'il faut la traverser, employeurs et salariés. Et ce n'est pas en bloquant le système, 1 jour, 2 jours, 4 ou 5 jours, qu'on résoudra le problème. Nous sommes la risée des autres pays d'Europe. Nous avons une culture du blocage qui est totalement extraordinaire. Nous devons ensemble essayer de modifier cette approche des problèmes. Risée de l'Europe, culture du blocage. On n'est pas forcément la risée de l'Europe. Regardez, hier un organisme suisse a classé la France au 3e rang des pays quant au nombre de millionnaires qui vivent sur leur territoire. Nous sommes après les États-Unis et après le Japon. La France est le 3e pays où il y a le plus de millionnaires. 9% des millionnaires. Des manifestations. Hein. Oui, mais la rhétorique de tout le monde sur le même bateau, nous la connaissons. Alors M. Roubaud a une part de responsabilité dans cette situation, puisqu'il est avec le MEDEF, l'autre organisation patronale, qui a préconisé au gouvernement ce choix politique de reculer l'âge de départ en retraite. Mais il doit savoir, et ce sera encore le cas samedi prochain, c'est le prochain grand rendez-vous national, un samedi de manifestation, qu'il y a beaucoup de salariés de petites entreprises qui sont dans la rue. Ces salariés ne sont pas différents. L'analyse de la crise et des effets de la crise sur la retraite est justement un des objets de polémique du gouvernement, qui nous dit que la réforme doit être basée sur des mesures démographiques, en utilisant les mensonges. Je vous ai rapporté une page de propagande gouvernementale qui est payée par nos impôts. Il y a au moins 3 mensonges sur cette propagande gouvernementale. Ceux qui ont un travail pénible pourront continuer de partir à la retraite à 60 ans. C'est faux. La loi reconnaît le handicap, pas le travail pénible. Ceux qui ont commencé à travailler très tôt pourront continuer à partir à 60 ans. C'est faux. Ils devront travailler 2 ans de plus, voire 44 ans de cotisation. Et ce ne sera pas la retraite à 60 ans. Alors, donc ce n'est pas en multipliant les mensonges que le gouvernement convaincra l'opinion du bien fondé de cette réforme. Bernard Thibault, est-ce que vous êtes favorable? Est-ce que vous dites aujourd'hui à tous les salariés qui vont se retrouver demain dans les assemblées générales, allez-y dans la grève reconductible? Mon premier message, moi, il est en direction du gouvernement et du chef de l'État. Votre position est intenable. Vous ne pouvez pas constater que semaine après semaine, il y ait de plus en plus de monde dans les rues, de plus en plus d'arrêts de travail dans le pays, en restant sur cette position intransigeante, alors que l'unanimité des syndicats, quelles que soient leurs propositions alternatives, vous disent « ça n'est pas tenable, il faut accepter que sur un sujet aussi fondamental que l'avenir des retraites pour des dizaines de millions de salariés, vous acceptiez le principe de négociation avec les syndicats ». Si nous ne l'obtenons pas, c'est la deuxième réponse que je voulais vous faire, c'est ce que nous préconisons depuis plusieurs jours. Il va se tenir demain, c'est déjà organisé dans beaucoup d'entreprises, des assemblées générales de personnel. Vous avez vu certaines premières décisions pour reconduire le mouvement sous forme de grève. Nous souhaitons que dans un maximum d'endroits, il y ait des réunions de personnel pour réfléchir à la situation et nous décidons ensemble des formes de l'action, y compris de la grève, et elle peut être reconductible si les salariés se sentent suffisamment forts pour être dans une grève. Moi, je ne vais pas dire que c'est forcément tel ou tel type d'action qui sera le plus efficace. Votre entreprise d'origine, Bernard Thibault, c'est la SNCF. Oui. Si aujourd'hui, cheminot, vous étiez dans une de ces assemblées générales, est-ce que vous voteriez la grève reconductible? Oui, moi je le voterai, mais je vous fais part de mon opinion. Et vous avez vu que l'organisation du débat, parce que ce débat il est légitime, et ça a toujours été, on s'étonne que la CGT veuille une conduite démocratique du mouvement. Je crois que ce qui fait notre force, c'est notre unité, c'est notre détermination, et c'est aussi notre engagement à conduire ce mouvement dans la démocratie. C'est avec les salariés et leur participation que nous serons le plus efficaces. Il n'y a pas d'un blocage du pays, Bernard Thibault, ici il faut un blocage du pays. Ça n'a jamais été un objectif en soi. Ça peut devenir une conséquence de l'intransigeance du gouvernement, mais ça n'est pas un objectif en soi. Merci Bernard Thibault d'avoir répondu à nos questions ce soir. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce conflit. En bref, encore dans l'actualité économique et sociale, sachez qu'il pourrait y avoir dès l'an prochain une réforme de la fiscalité avec un premier volet sur le patrimoine dès le printemps. C'est ce qu'ont rapporté des députés UMP reçus aujourd'hui par Nicolas Sarkozy. Dans le reste de l'actualité, d'abord cette très grosse opération de police contre l'économie souterraine à Grenoble. 3 mois après les violences de l'été, 300 policiers et gendarmes ont fait irruption dans 2 quartiers. Quel résultat? Sur place, Denis Sébastien, Thierry Simonet. 6 heures ce matin, dans le quartier Mistral. Le dispositif est impressionnant. Il y a plus de 300 policiers et gendarmes mobilisés. Et une cible affichée, l'économie souterraine. Les personnes visées sont soupçonnées d'escroquerie au crédit. Munies de fausses fiches de salaire et de fausses quittances EDF, elles auraient obtenu d'importantes sommes d'argent, de l'argent utilisé pour acheter du mobilier et parfois le revendre.
Il y a eu de nombreuses personnes interpellées, plus d'une vingtaine quant à présent, et d'autre part beaucoup de matériel, de biens récupérés, des biens qui ont été achetés frauduleusement par de l'escroquerie notamment. Une quinzaine de camions de déménagement ont été nécessaires pour emporter les biens saisis lors des perquisitions, 20 appartements entièrement vidés. Le préjudice de l'escroquerie est estimé par les enquêteurs à 250 000 €. 23 personnes sont toujours en garde à vue ce soir. Cette opération spectaculaire intervient dans le cadre d'une instruction pour escroquerie en bande organisée. L'enquête n'a pas de lien avec les événements survenus dans le quartier de la Villeneuve cet été. L'actualité à l'étranger, c'est le jour J au Chili. Les premiers mineurs vont remonter à la surface dans les heures qui viennent et dans une ambiance de fête nationale. Sur place, vous l'avez vu, on teste une dernière fois la fameuse capsule. Les mineurs seront ramenés à la surface un par un, toutes les heures environ. Bonsoir Franck Genozo, vous êtes en direct sur place. Un programme très précis les attend. Oui, absolument, un programme très chargé qui va commencer tout d'abord par 10 minutes d'examens médicaux dans une première pièce, puis ils rejoindront une deuxième salle où les attend une douche, on sans doute très attendue, et puis une troisième salle dans laquelle ils pourront retrouver un certain nombre de leurs proches. Quelques minutes à peine, puisqu'ensuite ils prendront un hélicoptère, 15 minutes de vol jusqu'à Copiapó, où ils seront hospitalisés pour une durée de 24 heures. Ensuite, leur programme est assez flou, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils rentreront chez eux. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'ils ont demandé un délai de 3 à 4 jours avant de s'exprimer à la presse. Entre-temps, il se murmure qu'un certain nombre de contrats pour des films, des documentaires ou des livres pourraient être signés. Une chose est sûre, une bonne partie des 33 mineurs de San José pourraient ne plus jamais avoir à redescendre dans une mine. Franck Genozo au Chili. Merci Franck. À l'étranger encore et en bref. 2 journalistes allemands arrêtés en Iran. Les autorités les accusent de faire partie, je cite, d'un groupe anti-révolutionnaire. Ils étaient venus rencontrer des proches de Sakineh, cette femme de 43 ans condamnée à mort par lapidation. On en vient à l'incroyable défi technologique de la Russie. Moscou a présenté aujourd'hui la première centrale nucléaire flottante au monde, un réacteur sur un bateau. C'est le dossier de cette édition. Il est signé de nos correspondants Alban Mikosi et Sergueï Rochkov. À quelques kilomètres de Saint-Pétersbourg, un site stratégique. Ici sont construits les navires à propulsion nucléaire. Et sur le quai face à nous, le voici, l'académique Lomonosov. Fleuron technologique russe, 130 mètres de long, 30 de large, et déjà au centre, l'espace qui va accueillir dans les prochains mois la première centrale nucléaire mobile au monde. Sur le papier, c'est tout simple. Le bateau est amarré près de la côte, ses réacteurs produisent 70 MW de puissance. Assez pour alimenter 50 000 habitants et les activités qui vont avec. Destination prévue, le Grand Nord, région immensément riche en sous-sol, mais inexploitée, faute d'électricité. Pour le responsable du nucléaire, c'est tout le défi. Pour la Russie, ce projet est capital. Et il arrive à point nommé au moment où nous allons lancer le développement à grande échelle des régions du Nord. Rarement en Russie, l'avancée d'un tel chantier n'a été suivie avec autant de ferveur. Des milliers de personnes ont assisté à la mise à l'eau de la coque, c'était en juin dernier. Aujourd'hui, les délais sont respectés. Le bateau sera livré l'an prochain pour une mise en service prévue fin 2012. Sur le modèle de l'académique Lomonosov, les Russes prévoient de construire 6 bateaux centrales nucléaires. Mais que se passerait-il en cas de tempête ou en cas d'accident? Là, les experts sont partagés. Au cœur du projet, Alexandre Kovalov. Pour le constructeur de l'académique Lomonosov, ces risques ont été mesurés. Nous avons pris en compte dès la conception toutes les éventualités, météo et même sismiques. Et cette station les a surmontées sans aucune avarie. Mais depuis Tchernobyl, l'industrie atomique russe inquiète. Nous avons présenté les dernières images du projet à un spécialiste du nucléaire russe de Greenpeace. Pour lui, d'autres dangers existent. La centrale flottante est mobile, c'est son point faible. Elle peut être renversée par un tsunami, être attaquée par des terroristes. Et surtout, c'est un objectif sensible, soit à une attaque aérienne, soit à un détournement par des pirates.
D'autant que les Russes veulent exporter ces centrales nucléaires nouvelle génération. 15 pays, dont l'Indonésie ou le Cap-Vert par exemple, seraient déjà intéressés. La durée de vie des bateaux étant estimée à 40 ans, le marché potentiel pour les Russes se chiffre déjà en milliards d'euros. Une autre première mondiale, mais dans le domaine de la santé cette fois, des médecins américains ont commencé à traiter un patient avec des cellules souches embryonnaires. Il s'agit de tenter de régénérer sa moelle épinière. Explication Nathalie Sapena, Jean-Jacques Le Garec. On ne sait rien de lui, mais le patient qui a été traité à l'hôpital d'Atlanta par ses chercheurs est entré dans l'histoire de la médecine. Gravement blessé à la colonne vertébrale, il est le premier au monde à avoir reçu des cellules souches embryonnaires. L'objectif à terme, réparer la lésion de la moelle épinière pour qu'elle puisse à nouveau fonctionner normalement et ainsi faire remarcher un malade condamné à la paralysie. Cet essai clinique est historique. Il montre que la recherche sur les cellules souches vient de franchir une étape clé en passant à un traitement chez l'homme. Ce qu'on a injecté aux patients, ce sont des cellules issues d'un embryon humain de 5 jours. Leurs caractéristiques sont extraordinaires. Elles se reproduisent à l'infini et engendrent tous les tissus de l'organisme, cerveau, cœur, poumon. L'essai américain n'en est qu'à sa première étape, s'assurer de la sécurité et de la bonne tolérance des cellules souches embryonnaires chez l'homme. L'objet, c'est vraiment de valider la sécurité, parce que c'est la première fois dans le monde qu'on fait ça. Donc pour toute une série de raisons, à la fois pour des raisons humaines, pour des raisons économiques, pour des raisons éthiques, il est extrêmement important que cette question de la sécurité soit résolue. Les espoirs suscités par cette voie sont immenses. Un jour peut-être, les cellules souches embryonnaires viendront à remplacer les médicaments. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. La nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites a marqué une hausse de la contestation. 3,5 millions de personnes pour les syndicats, 1 230 000 pour la police. Les lycéens sont venus grossir les cortèges sur ce plateau. Il y a un instant, Bernard Thibault affirmait que la position du gouvernement était intenable. Le mouvement va continuer, dit-il. Il indique aussi que s'il avait à voter la grève reconductible à titre personnel, il le ferait. Et puis, cela fait 287 jours qu'Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier ainsi que leurs 3 accompagnateurs sont retenus en otage en Afghanistan. Nous ne les oublions pas. Merci à vous tous. J'ajoute que le mouvement de grève affecte aussi France Télévisions et ce journal, vous l'avez sans doute noté, est réalisé dans des conditions particulières et par le personnel non gréviste, selon la formule consacrée. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko qui nous promet du beau temps. 20h35, la suite de votre saga de l'automne, la maison des Rocheville. 22h15, un jour un destin avec Laurent Delahousse. Ce soir, Valéry Giscard d'Estaing, l'homme qui voulait être aimé. À demain.